C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de la balado techno, une tasse de tech. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour, Monsieur McKenna, toujours un plaisir éternellement renouvelé de vous parler et de discuter d'actualité. Hebdomadairement renouvelé, je vais te le dire, parce qu'on est là toutes les semaines, effectivement. On est quand même sur une lancée, on a l'habitude de prendre toujours des petits congés printaniers, mais pas cette année, on est en feu, mon gars. Faudrait que les nouveautés partent fort cette année, le printemps dégèle vite, je sais pas comment dire ça, mais les prochaines semaines vont être chargées. Il y a les nouveaux iPads d'Apple, il y a Google I.O., il y a plein de conférences qui s'en viennent, où il y a plein de nouveautés qui vont être présentées, et c'est pour ça qu'on est là. Pour vous dire si ça vaut la peine ou pas. Mm-hmm. Ben oui, c'est pour ça qu'on a des partenaires extraordinaires pour 2024. On a TELUS, Plan Hub, Hello Darwin. Et d'ailleurs, l'épisode d'aujourd'hui est présenté par Hello Darwin, qui est le Tinder pour trouver des fournisseurs pour les entreprises. Hello Darwin se spécialise dans l'obtention des subventions et dans la transformation numérique de votre organisation, de votre entreprise, peu importe où vous êtes, au Québec, au Canada, peut-être même dans le monde. Si vous avez besoin d'aide financière, si vous avez besoin de trouver des partenaires nécessaires à l'exécution de vos projets de transformation numérique, Hello Darwin va vous aider. C'est simple. Ils sont la référence pour tous vos projets de développement numérique et technologique. Contactez-les maintenant. hellodarwin.com. hellodarwin.com. Merci beaucoup d'être nos partenaires. Si vous visitez Hello Darwin, vous pouvez aussi visiter le site de Plan Hub, planhub.ca, parce que j'ai appelé cette semaine mon fournisseur et j'ai réussi à baisser ma facture familiale de 60$ par mois, sans aucun effort autre que d'appeler et de juste ajuster mes forfaits. Donc, si jamais vous voulez sauver des sous, c'est un moment qui est pas mauvais. Quelques minutes pour faire son appel, 60 minutes de rabais par mois. Donc, ça s'accumule. Oui, c'est assez grandiose. En fait, normalement, il ne devrait pas avoir ce genre de rabais-là parce qu'on paye tellement cher généralement au Canada pour tout ça que ça ressemble. Mais tu sais, c'est ça, c'est que si on payait tous 35$ et puis on pose pas de questions, ça serait pas le genre de rabais qu'on trouverait. Les forfaits ont beaucoup changé. Ça, c'est certainement l'offre des fournisseurs. Écoute, avec toutes les aubaines que j'ai accumulées au fil des années avec mon fournisseur, je suis rendu avec une facture de cellulaire de 13,95 par mois, quelque chose comme ça. Ça, c'est bien. Je pense que évidemment, j'ai mon propre téléphone, toutes sortes de choses, mais on est loin de 50, on est loin de 35. Et encore une fois, c'est chaque mois, fait que j'économise beaucoup. Oui, monsieur. On va parler d'un moteur de recherche ChatGPT. On va parler d'une loi pour protéger la radio AM. Mm-hmm. Elle est pas forte, mais elle est pas morte. On va parler de l'Ukraine, de l'Apple Watch, du Wi-Fi 7 pas cher. Ceux qui veulent passer au Wi-Fi 7, améliorer la connexion partout, on va en parler. Et des écouteurs Beats Solo et d'autres écouteurs. T'as un festi écouteur cette semaine, je t'envie beaucoup. Oui, ben je vais en parler tout à l'heure parce que c'est ça, Beats, la compagnie Beats, la marque Beats qui appartient maintenant à Apple depuis quelques années, a lancé des nouveaux écouteurs Solo, les Solo 4 cette semaine. On va en parler tout à l'heure. J'ai aussi à l'autre bout du spectre, un casque d'écoute d'une compagnie française qui s'appelle Focal, les Baptiste, qui sont dans le très haut de gamme, des appareils à 1000$, donc j'espère qu'ils sont bons, tu sais. Puis dans la foulée des Solo 4, Beats a aussi présenté, je les ai pas, on va les avoir plus tard, les Beats Buds, Solo Buds, pardon, les écouteurs boutons à 100$, qui sont vraiment entrée de gamme. Ce qui est le fun de voir de Beats, c'est de cibler le marché du pas cher, parce que tout coûte cher sinon. Donc, eux, ils sont allés un petit peu avec l'approche inverse. Donc, ça, c'est une bonne affaire. Ça va être plus tard dans l'émission parce que c'est un gros show cette semaine, Pascal, comme probablement à chaque semaine, dans le fond. Et ça commence tout de suite avec nos rafales, nos espressos de tech. Je vais vous partir le bal simplement parce que ça va faire parler. La semaine prochaine, c'est une grosse semaine, je le disais tantôt. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent. Et notamment, il y aurait le dévoilement par OpenAI, la société derrière le ChatGPT, d'un moteur de recherche qui viserait directement à ébranler Google. Donc vraiment, l'idée, c'est de dire, on va aller directement au cœur de la bête, on va s'attaquer à la machine par le milieu et il y aura un moteur de recherche lancé à partir des outils d'IA générative d'OpenAI. On ne sait pas grand-chose à part ça pour l'instant, mais du côté de Google, ça va pas bien. Là. La recherche, le moteur de recherche est critiqué, les outils, les algorithmes de référencement n'arrêtent pas de changer, les gens capotent. On trouve de moins en moins ce qu'on cherche avec le moteur Google et ça crée une occasion clairement du côté de compagnies comme OpenAI qui ont eux-mêmes déjà récolté à peu près tout ce qui se trouve sur Internet pour peut-être offrir une offre concurrente. Il y a déjà des moteurs de recherche alternatifs. DuckDuckGo est un bel exemple. Oui. Il y en a plusieurs autres.
Et là, il y en aura un nouveau. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que OpenAI surfe sur une popularité incroyable depuis 2 ans. Donc, peut-être que ça va aller chercher des gens qui sont un peu tannés de Google. Google prépare sa propre offensive, son propre moteur de recherche poussé par l'intelligence artificielle, qui sera une version payante de son moteur de recherche, dénuée de tous les algorithmes compliqués pour pousser de la publicité, ainsi de suite. Donc, ce marché-là, qui est stable depuis une vingtaine d'années, apparemment, pourrait en tout cas changer dans les prochains mois. C'est à suivre. Ce qui est quand même la porte d'entrée pour la plupart des gens vers le web, hein, les moteurs de recherche. Donc, faut pas que faut que ça s'améliore. Si ça devient plus compliqué de trouver ce qu'on cherche, ça va pas être bon, mais sinon, tant mieux si on est mieux servi. Et c'est très drôle, tu parles de ça, mais il semble que pour la jeune génération, c'est TikTok le moteur d'entrée sur Internet. Fait que c'est là qu'on cherche, exact. C'est là qu'on trouve, si c'est pas sur TikTok, ça existe pas dans l'univers. Je trouve ça très triste, parce que la qualité de l'information sur TikTok, j'ai l'impression d'être un peu douteuse. Mm-hmm. Révolution. Est-ce qu'on va parler de... C'est quoi les anciens moteurs de recherche qu'on avait avant? Lycos? AltaVista. AltaVista, voilà. Est-ce qu'on va parler Yahoo de Google? a commencé un peu comme ça aussi. Est-ce qu'on va parler de Google comme on parlait d'AltaVista? Ça va être très, très drôle. Il y a un projet de loi au Congrès américain qui pourrait être accepté. Une loi qui va forcer que tous les véhicules automobiles aient une radio AM. Wow. La radio AM, je sais, mais je voulais avoir ton avis là-dessus. Tu conduis plus de voitures que moi, mais il semble que dans beaucoup de nouveaux modèles, il n'y a plus de radio AM par défaut, parce qu'avec les voitures électriques, entre autres, il y a de l'interférence. C'est difficile d'écouter ta radio AM, c'est pas impossible, mais ça fait que c'est plus coûteux. Puis les vendeurs d'automobiles disent qu'en enlevant la radio AM, on va diminuer le coût des véhicules. Ah, c'est vraiment ça qui coûte le plus cher dans les autos électriques, tout le monde sait ça. Ça coûte en 2024 une radio AM $2. Je sais pas. Il y a 82 millions de personnes qui écoutent encore la radio AM selon l'Association des diffuseurs américains. Alors, on va voir si ça va passer au Congrès américain, ce qui veut dire qu'on va pouvoir continuer d'écouter la radio qui griche. Protégeons la radio AM. Ben, tu sais qu'au Québec, il y a Radio Circulation, qui est l'ancien CKAC, qui est AM 730, qui existe encore, qui est d'ailleurs financé en partie, je crois, par le gouvernement québécois pour offrir de l'information sur la circulation du réseau routier. Donc, nécessairement, la bande AM est encore pas mal utile de ce point de vue-là. Oui. J'ai pas vu de voitures qui n'ont pas de radio AM. Ça se peut que ça existe, mais j'en ai pas vu. Je peux pas dire. T'as peut-être pas remarqué ce que tu écoutes encore vraiment. Parce que là, mettons, on est à l'ère des GPS, on a Google, on a Waze qui nous indique la circulation en temps réel. Moi, je à suivre. Moi, je trouve que c'est moins pertinent en 2024 d'écouter la radio pour savoir le chemin à prendre. Ah, ben il y a toujours une relation assez intime entre l'auto et la radio. Hein. C'est vraiment un truc parce que c'est là où souvent on écoute la radio. Moi, je veux dire, j'utilise souvent CarPlay avec l'affichage GPS et tout ça, avec la radio FM qui joue derrière pour écouter de la musique, pour avoir une forme de découverte musicale locale, parce que les applications de musique, et Dieu sait qu'elles font très bien le travail, mais pour la découverte, là, un peu... tu sais, les radios intelligentes des services numériques là sont pas très intelligentes. Elles offrent du contenu qui est pas celui que tu veux écouter. Voilà. Donc, la radio a encore un rôle, définitivement. Et tu vois, tu as parlé de radio FM, tu n'as pas parlé de radio AM. Je pense que on n'écoute pas de musique sur le AM parce que c'est du mono, puis là, tu passes un viaduc. Puis là, tu passes un autre viaduc. C'est une autre affaire, non, effectivement. Parlant de numérique, ça fait un petit bout de temps qu'on promet la fin des mots de passe. Et là, Google et Microsoft, cette semaine, ont parlé des passkeys. Ils sont revenus en force sur cette technologie qui veut remplacer les mots de passe sur tous les sites web et toutes les applications que vous utilisez à l'aide de l'identification biométrique des appareils informatiques, ordinateurs, téléphones, ainsi de suite. Google a annoncé qu'ils avaient jusqu'à 1 milliard de personnes qui ont utilisé les passkeys sur sa plateforme dans les derniers mois. Et Microsoft, qui offre la fonction de passkeys dans Windows 11 depuis un petit bout de temps, l'ouvre au grand public. Donc, bientôt, ça se peut que vous fassiez une mise à jour de Windows 11 sur votre ordinateur personnel. Et pouf, vous allez avoir la possibilité d'utiliser votre identifiant Microsoft comme outil d'authentification partout là où c'est offert sur Internet. Il y a une petite course à l'authentification parce que de plus en plus, on voit apparaître dans le coin en haut à droite des sites web « Inscrivez-vous avec Google, Apple » ou ainsi de suite. Et là, Microsoft veut faire partie de cette offre-là, bien sûr, parce qu'il y a une valeur à ça. Les passkeys, c'est un code extrêmement complexe qui est indéchiffrable, en tout cas qui est vraiment plus difficile à déchiffrer que bonjour 1, 2, 3 pour remplacer le mot de passe et qui, justement, là, ensuite, vous reconnaît soit à partir de votre ordinateur personnel. Dans le cas de Microsoft, qui est vraiment un des plus grands promoteurs des passkeys, il y a une application, l'application Microsoft, qui va sur Android et iOS aussi permettre d'utiliser les mêmes passkeys partout. Donc, on a vraiment la volonté de vouloir authentifier ou en tout cas harmoniser cette façon de s'authentifier-là.
Donc, si vous savez pas c'est quoi les passkeys, informez-vous, c'est le moment parce que ça s'en vient très vite. Et l'objectif de ça, c'est de faire disparaître les mots de passe, rien de moins. Et ça fonctionne vraiment bien. Avec Windows 11, là, tu te connectes avec ton visage, tu arrives sur un site, tu t'approches de ton écran, il te reconnaît avec ta caméra, ton empreinte digitale et boum, tu es connecté, pas besoin de mettre de mot de passe. Je trouve ça assez fantastique. Voilà. Parle-nous de batterie colorée, Pascal. Ouais, as-tu déjà avalé des piles? Il paraît que les enfants font ça. Ils prennent les piles de montre. Tu sais que je suis un grand enfant, mais pas à ce point-là. Non, mais tu sais, des fois, on raconte des histoires d'enfants, là, de trucs dans le nez, de trucs avalés par mégarde. Il y a des enfants chaque année qui vont à l'urgence parce qu'ils ont avalé des piles de montres, des piles de télécommande, des petites piles. Oui, puis il y a des réactions chimiques qui peuvent être dangereuses. C'est ça, les enfants jouent avec ça, le mettent dans leur bouche, avalent, et souvent, on s'en rend pas compte tout de suite, et ça cause des problèmes, puis là, on va à l'urgence, puis il y a Energizer qui a sorti une pile triple protection pour les enfants, et je trouve ça très, très drôle. Premièrement, l'emballage est à l'épreuve des enfants, c'est-à-dire que c'est difficile de les ouvrir, donc les adultes vont aussi avoir de la difficulté à ouvrir les paquets de piles. Ça réagit avec la salive pour avoir un goût amer. Donc, si on tente de prendre comme un bonbon, les enfants devraient mais s'ils l'avalent, ça va colorer la bouche en bleu. Il y a un colorant dans la pile qui va faire que l'enfant va avoir la bouche bleue. Et donc, ça va permettre de pouvoir plus vite voir que l'enfant a mis la pile dans sa bouche et pouvoir réagir. J'ai appris quelque chose de flyé. Si jamais votre enfant avale une pile, la consigne, c'est d'avaler du miel. Si c'est possible de leur faire prendre du miel, le miel ferait un enrobage, couvrirait la pile et diminuerait les risques de contact avec les tissus. Mais on conseille de pas donner de miel aux enfants de moins d'1 an. Donc, si jamais, c'est pour ça que c'est le fun d'avoir cette petite protection-là. Les piles vont être clairement indiquées. Donc, si jamais vous achetez des piles de montre et que vous avez des enfants en bas âge, triple protection. S'ils sont plus vieux, à un moment donné, là, ça devient la loi de Darwin. Là. Si votre ado continue d'avaler des piles pour le fun. Ouais. La loi de Darwin. Je sais que quand j'étais jeune, la mode, c'était de coller sa langue sur les 2 pôles d'une batterie 9 volts, des batteries carrées. Oui. Ça aussi, c'est un truc très darwinien. Bon souvenir. On ne l'avalait pas. On avalé une pile 9 volts. C'est un peu, oui, non. Ça, faut vouloir, effectivement. Ne faites pas ceci. Des fuites pour le Pixel 8A. Écoute, c'est la saison, n'est-ce pas? Google I.O. s'en vient. Il y a eu le Google Pixel 7A lancé l'année passée, à peu près à ce moment-ci. Et là, les fuites à propos d'un Pixel 8A ont coulé sur Internet dans les derniers jours. On a vu ça pas mal du côté anglophone. Là, évidemment, il y a des comptes Twitter X, je devrais dire, qui ne font que ça, couler les fuites sur les téléphones à venir. Et là, ce qu'on projette, en fait, c'est un téléphone qui serait vendu au même prix que le 7A, donc c'est 500 $ américains. Je ne sais pas à quel point ça change, vu la devise canadienne qui varie beaucoup par rapport à dollar américain, mais il était, de mémoire, je pense qu'il était 600 $ canadiens, le 7A. Donc, on aurait un téléphone qui serait le même prix, qui aurait évidemment, vous imaginez l'insistance sur la photographie, les outils de retouche qu'on a vu dans le Pixel 8 l'automne dernier, l'éditeur magique, tout ça. Et ce qu'on dit, c'est qu'il pourrait être bon pour presque 2 fois la durée de vie garantie au niveau des mises à jour logicielles que promettent la plupart des autres fabricants de téléphones Android. Donc, on dit qu'il serait bon pour 7 ans. Ce qui en ferait un téléphone pas cher et extrêmement durable. Le cycle et c'est un problème des téléphones Android, c'est que le cycle de renouvellement des produits, donc le cycle de vie théorique des appareils, avantage beaucoup l'iPhone. L'iPhone, la plupart des gens en possèdent un de 5 à 8 ans. Alors que le téléphone Android, c'est de 4 à 6 ans. Et vous imaginez que les 2 dernières années de ces cycles-là, on peste contre la batterie ou le système qui est très lent ou peu importe. Et là, ce qu'on dit, c'est que non, on fait des téléphones plus durables désormais chez Google. Donc, à suivre, parce que Google I.O. s'en vient. Donc, on présume, évidemment, qu'on va en entendre parler d'ici là. C'est dans une dizaine de jours, je pense. Donc, ça s'en vient assez vite. Mais si vous magasinez en ce moment un téléphone cellulaire, attendez donc quelques semaines, des fois qu'il y aura des nouvelles. On va toujours attendre quelques semaines. Oui, c'est effectivement, mais celui-là, il semble, parce que Google a quand même un certain succès avec ce qu'ils appellent la série A, ces téléphones-là, qui sont d'espèces de milieu de gamme, pas cher. Donc, à suivre. Et on finit aux expressions en beauté, Pascal, avec des emojis audio. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Puisque tu parlais de téléphone Pixel, je trouve ça très, très drôle dans la catégorie « On n'arrête pas le progrès, mais des fois, on devrait ». Ouais. Google teste des touches pour faire des bruits dans les appels. On parle de 6 bruits, des rires, des applaudissements, des pleurs, de la fête, une espèce de bruit festif, du tambour et un emoji de caca.
qui fait un bruit Outre. de flatulence, Alain, pendant ton appel. Alors, tu parles avec quelqu'un, tu appuies sur le bouton, tu vas voir une petite animation et la personne des deux côtés de l'appel, les personnes qui se parlent vont entendre le bruit qui va être diffusé. Alors, ça va permettre de mettre des effets sonores. Je voulais le faire pendant le podcast. Certains podcasts font ça chaque fois qu'on dit un mot. Ouais, comme la radio FM de quand on était jeune, là, ouais. Et voilà. Donc, on va pouvoir faire pareil dans ces appels. Heureusement, on va pouvoir désactiver l'option. Ben, ça conclut les espressos de tech, n'est-ce pas, qui étaient, ma foi, bien tassés ce matin. Et on entre dans le vif du sujet avec nos actualités de la semaine présentées par InfoBref. L'InfoBref est une infolettre. Je prépare ça comme Patrimoine Canada qui vous parle d'un animal en danger, mais non. InfoBref, c'est une infolettre, mais c'est aussi une balado qui, tous les matins, dans vos oreilles, vous propose un résumé en 5 minutes de l'actualité importante de la journée. Donc, si vous voulez vous tenir au courant sans vous casser la tête, ça se fait, infobref.com ou sur votre plateforme balado préférée. Vous vous abonnez comme vous vous abonnez à une tasse de tech et c'est dans la poche. Oh, on parle de choses sérieuses ce matin, Pascal. Il se passe de quoi en Ukraine avec une porte-parole virtuelle? De quoi s'agit-il? Oui, je trouve ça super amusant comme façon de faire. L'Ukraine s'est dotée d'une porte-parole virtuelle qui est un personnage fictif, calqué sur une influenceuse, elle s'appelle Victoria Shi, le personnage virtuel, le porte-parole virtuel plutôt, qui est calqué sur une influenceuse, chanteuse et candidate à la télé-réalité The Bachelor. OK. On n'est pas allé chercher n'importe qui. Je sais pas au Québec qui on aurait pu prendre de similaire. Ce qu'elle fait, cette porte-parole virtuelle-là, c'est pas un chatbot. On jase pas avec elle pour lui poser des questions sur l'Ukraine. Elle ne fait que lire du texte qui a été écrit par de vraies personnes, des vrais conseillers, des informations officielles de l'Ukraine. Ce n'est pas, je le répète, un robot conversationnel. Il y a un petit code QR, c'est une personne animée, donc on dirait, c'est très réaliste comme effet. Là, on est rendu loin dans les personnages virtuels. Il y a un code QR à côté qui permet de lier vers une page officielle du gouvernement de l'Ukraine qui va montrer le texte que Victoria Shi, la porte-parole virtuelle, dit, de l'information validée, écrite comme ça. On dit que c'est pour faire une économie de temps et d'argent pour diffuser des messages officiels. Elle parle en anglais, alors c'est peut-être plus facile d'avoir un personnage virtuel. C'est ça qui parle en anglais. Peut-être qu'on pourrait avoir Victoria Shi pourrait parler en plusieurs langues facilement. Ça va laisser les vrais diplomates se concentrer sur leurs vraies tâches. On s'entend que quand tu es en guerre, tu n'as pas nécessairement les cheveux bien peignés et mais quand tu es en guerre, tu utilises des personnages virtuels pour faire de la désinformation aussi. Donc il me semble qu'on brouille la piste là avec cette exactement. Et c'est pour ça qu'on met bien l'accent sur le fait qu'il faut avoir le code QR qui mène à de l'information officielle, une page qui résume l'information comme ça pour justement ne pas brouiller les pistes. Encore une fois, c'est un peu audacieux, mais je pense que c'est important de continuer de parler de l'Ukraine. Le conflit dure depuis plus de 2 ans maintenant. Oui, ça fait longtemps. Je trouve ça assez amusant. Et c'est très drôle parce qu'on parle de porte-parole virtuelle. Il y a le père Justin. Je voulais te surprendre avec ça. Je sais pas si tu as entendu parler du père Justin. Le père Justin. Dans ce cas-ci, c'était un chatbot. Qui était habillé en prêtre, qui répondait aux questions des internautes grâce à l'intelligence artificielle. Et c'était le groupe Catholic Answers qui faisait ça, donc un groupe religieux américain de Californie qui avait lancé ce chatbot-là pour diffuser la bonne parole grâce à l'intelligence artificielle. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé dès le lendemain? Le père Justin a défroqué, c'est devenu tout simplement Justin. Parce que les conseils qu'il donnait n'étaient pas toujours judicieux, y compris que tu pouvais utiliser du Gatorade pour faire un baptême. Oui, l'onction au Gatorade, tout le monde connaît ça. Là, oui, et là, je dis pas les trucs plus tordus qu'il a fait, mais je trouvais que de dire, oui, tu peux utiliser Père Justin, personnage virtuel, qui dit aux internautes de baptiser leurs enfants avec du Gatorade. Ça commence à déraper un peu. La magie du numérique. Jean-Pierre Ferland chantait God is an American, mais s'il le refaisait, s'il avait pu le refaire, il peut-être ferait God is a chatbot, ça serait quand même. God is a chatbot. God is an algorithme. Je le dis avec le bel accent que vous venez d'entendre. Parlant d'algorithme, il y a la petite mode là des assistants d'intelligence artificielle générative censés remplacer le téléphone intelligent. Continue cette semaine, il y a eu
beaucoup d'informations publiées à propos en fait, les premiers essais des sites spécialisés américains ont testé le fameux R1, le Rabbit R1, qui est un petit appareil qui a fait jaser au courant de l'hiver, qui se veut justement un peu comme le AI Pin de la compagnie Human, là, un appareil qu'on tient avec soi et avec lequel on interagit principalement par la voix et que c'est supposé remplacer les applications sur son téléphone. Et je vais vous le dire tout de suite, les critiques sont très mauvaises, sont très négatives. Il y avait un avantage à la base, c'est qu'on promettait un petit appareil qui se vendait 200 $ américains plutôt que les 700 $ du AI Pin. Donc, on se dit, pour ce prix-là, même si c'est pas super parfait, c'est pas très grave. Mais l'appareil, si on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Il n'y a pas de courriel, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas moyen de régler des alarmes. Il y a seulement 4 applications qui fonctionnent avec l'appareil pour l'instant. Évidemment, on promet toujours des mises à niveau à venir, mais pourquoi on le vend s'il est pas prêt? Ça, c'est la nouvelle mode dans les technos de vendre des appareils mal ficelés puis de dire, on va vous l'arranger plus tard. Puis finalement, on sait pas trop quand ça arrive. Dans ce cas-ci, il y a seulement Spotify, Uber, DoorDash et Midjourney qui fonctionnent sur le Rabbit R1. C'est pas une très bonne palette d'applications. Il y en manque, à mon avis, quelques-unes. Visuellement, l'appareil, c'est un petit boîtier rouge qui, sur photo, paraît très bien, mais la fiche technique est vraiment décevante. On a un écran monochrome de 2,8 pouces, 2,9 pouces, en fait, de diagonale, très, très basique, très lent. Tout ça est animé par un processeur d'une autre génération. Là, c'est un Mediatek Helio P35. Le processeur est déjà vieux de 5 ans. Donc, imaginez juste votre vieux téléphone il y a 5 ans. Il est déjà en fin de vie et cet appareil-là roule, ce qui essentiellement est une application pour système Android. C'est ce qu'ont découvert des bidouilleurs américains dans la foulée de la publication de l'information sur l'appareil. Et l'application est pas très performante parce que le processeur, il pédale en tabarnouche. L'appareil, on peut lui parler, peut nous répondre à l'écrit et à l'oral de façon relativement limitée et juste en anglais. Pas toujours exact. Il y a des gens qui ont comparé avec Siri et avec l'assistant Google et des fois le Rabbit était complètement dans les patates ou dans les carottes puisque c'est quand même un lapin. Il y a une petite caméra qui peut être utilisée pour faire des applications de vision. Qu'est-ce que je suis en train de porter? Et là, vous pointez la caméra vers vous, il va vous dire t'as un chapeau, t'as un chandail, tout ça, mais la plupart du temps, il est complètement erroné là aussi. Et il n'y a pas de capacité de guidage ou quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas de GPS dans l'application, dans l'appareil, donc c'est vraiment décevant. Je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont découvert qu'ils peuvent faire rouler l'application Rabbit sur un téléphone Pixel 6. Donc, ce serait seulement une application Android sur un vieux gadget électronique de qualité douteuse. Les gens de Rabbit disent non, il y a des choses là-dedans qui ne fonctionnent que sur notre appareil. Mais là, clairement, il va avoir un petit peu d'anxiété pour pas se faire déjouer du côté de Rabbit. Donc, j'ai hâte de voir les mises à niveau, la promesse des prochaines mises à jour de cette application-là sur leur appareil pour le rendre plus performant. Mais pour l'instant, les gens qui pensaient remplacer leur téléphone par un bidule qui leur permettait de sauver ce fameux temps d'écran qui embête tant de gens, on n'y est pas encore. Donc, c'est cette nouvelle pour vous dire qu'il n'y a pas de nouvelle. Voilà, c'est ça qui arrive avec ces appareils-là. On est encore à une époque très jeune de l'application d'intelligence artificielle et pas assez pour remplacer tout ce que fait un téléphone intelligent avec ses applications et son écran. Oui. Le rêve de remplacer son téléphone par le Human AI Pin et puis le Rabbit R1, mais qui sait si dans quelques années, on n'aura pas un tout petit gadget sur notre clippé, comme dans Star Trek, le petit communicateur. Moi, je suis prêt à dire que la montre est le meilleur endroit pour avoir un remplaçant du téléphone, puisque c'est là quand on en a besoin. Il y a un petit écran si on a besoin. La combinaison est, à mon avis, touche la cible, contrairement à l'AI Pin qui avait une espèce de projecteur en plus qui fait le fort dans sa main. Oui, puis il faut clipper à ses vêtements. C'est un uniforme de travail, mais pour tes vêtements au quotidien. Moi, j'irais plus loin. La montre, c'est le fun, mais beaucoup de gens n'aiment pas ça, les montres. Moi, j'en porte depuis que je suis tout petit. Je ne peux pas m'en passer. La bague pourrait être une autre option ou un bijou. Un collier pourrait être une autre option pour communiquer rapidement avec un collier. On peut changer de vêtements, conserver son collier. Ça pourrait être une façon de communiquer avec l'intelligence artificielle. Et la bague, on l'a au doigt, on peut parler à il y a la bague Whisper qui est sur Kickstarter en ce moment qui promet ça. C'est strictement une commande vocale dans la bague pour jumeler avec l'intelligence artificielle générative. Oh là là! C'est un Kickstarter. Alors, je vous laisse figurer. Est-ce qu'on va l'avoir ou pas? Ça, c'est une autre question. Tu viens de dire le mot en cas. Kickstarter, ça veut dire quand est-ce que ça va arriver, ça va-tu marcher? C'est pas ça. On verra dans le temps comme dans le temps, disait nos grands-pères. Gestion de réputation en ligne. Là, il y a Google qui veut
nous tenir au courant de ce que les gens disent dans notre dos sur Internet, si je comprends bien. Oui, c'est une nouvelle fonction qui va être déployée, qui va permettre de voir si des informations qui nous concernent sont diffusées, circulent sur le web. Par exemple, son numéro de téléphone, son adresse postale, son adresse électronique. Si on veut pas qu'elles circulent sur le web, si on peut les trouver facilement en tapant Pascal Forget, adresse de courrier électronique. Dans ce cas-ci, oui, j'espère qu'on peut la trouver facilement. Mon numéro de téléphone personnel, je serais moins à l'aise. Mon adresse postale, encore moins. On va pouvoir retirer cette information-là plus facilement dans Google en allant sur la page myactivity.google.com. C'est déployé en ce moment au Canada. C'est pas pour tout le monde. J'ai eu la belle surprise. Je viens de rafraîchir mon écran et j'ai accès à mon activité Google en français, My Activity en anglais. Et je peux voir, écoute, c'est assez terrifiant, là. Ça me dit tous les endroits où je suis allé, toutes les recherches que j'ai faites. Et tu sais, des fois, quand on fait des recherches en tant que journaliste ou on fait des articles ou des choses comme ça, on creuse dans nos sujets, mais on cherche aussi des choses un peu plus farfelues. Alors, c'est un peu gênant de voir qu'est-ce que j'ai ici. Critique de film. Et là, évidemment, je pourrais enlever ces informations-là de mon profil. Je pourrais voir l'historique de mes positions. Ça aussi, c'est assez terrifiant de voir où je suis allé et c'est très précis. Des fois, simplement, j'attends quelqu'un devant un commerce et ça me dit, t'es allé à ce commerce-là. Donc, on va pouvoir enlever ces informations-là. Et si je mets notre numéro de téléphone, des informations comme ça, on va pouvoir l'enlever du moteur de recherche. Jetez un coup d'œil là-dessus de temps en temps, myactivity.google.com, si vous demandez tout ce qu'on sait sur vous. C'est beaucoup de choses. Si vous demandez, c'est quoi quelles sont les données que les géants techno récupèrent sur votre activité? Je vous donne un petit aperçu de ça. Des fois, ça nous fait ça nous fait constater à quel point on sous-estime cette collecte d'informations. Il y a du nouveau, il y a des rumeurs en tout cas, parce que là, on parlait des iPads qui s'en viennent chez Apple la semaine prochaine, mais on entend parler de la nouvelle Apple Watch de plus en plus. Il y a de l'information qui est sortie cette semaine à propos de la prochaine génération. Là, nous sommes rendus à la Watch série 9. Et il y avait aussi cet automne le lancement de la Watch Ultra 2 chez Apple. Et là, ce que les rumeurs, ou en fait, c'est je veux dire, la machine à rumeurs fait en une seule personne, là, Ming-Chi Kuo, qui est un analyste surutilisé par les sites à potins qui suivent Apple sans bon sens. Mais ce que M. Kuo dit, c'est que la mise à jour de l'Apple Watch Ultra prévue pour cette année n'apporterait presque aucune nouveauté à l'appareil. Donc, ceux qui se demandaient est-ce que je devrais acheter une Apple Watch Ultra 2, ben, comme il n'y aura pas de grosse différence avec la 3, c'est peut-être l'occasion de sauver des sous en y allant avec ce modèle-là plutôt que le plus récent. C'est un appareil, évidemment, l'Apple Watch Ultra qui coûte cher, qui cible les gens qui achèteraient une montre Garmin ou, vous savez, des montres d'activité physique à 1000$. Donc, évidemment, de ce côté-là, c'est une autre conversation. Mais il y a aussi de l'information à propos d'une remplaçante d'une éventuelle, le modèle suivant, la Watch série 9 qui a été lancée l'automne dernier, qui serait peut-être, dit-on selon la rumeur, une Watch X, Watch 10, comme Apple l'a fait avec son iPhone X, là, qui a été lancé, qui a quand même un peu brisé le cycle de renouvellement du iPhone en disant voici ce qu'on veut faire dans 2 ou 3 ans d'ici. Et là, ils l'ont lancé un peu à l'avance. Et de mémoire, je me rappelle pas si ça n'a pas sauté ça a pas fait sauter l'iPhone 9 ou quelque chose comme ça. Il y a un modèle, en tout cas, qui a vu le jour de façon différente de ce qui était prévu à cause de l'iPhone X. Et là, après ça, il y a eu le XS, il y a eu toutes les autres variantes du X. Là, ce qu'on aurait, c'est on aurait une Watch 10 qui aurait évidemment un design plus moderne. Et on parle d'un affichage micro LED qui est plus lumineux que l'affichage OLED, qui consomme moins d'énergie, donc qui donnerait une meilleure autonomie à la montre, qui permettrait aussi de faire un boîtier plus mince, donc moins encombrant, mais de bonne dimension quand même. Il y aurait un moniteur de pression artérielle, ce qui serait une première dans un appareil comme celui-là. Et il y aurait aussi des nouveaux, et ça va faire pester bien des gens, il y aurait un nouveau système pour accrocher les bracelets sur le boîtier de la montre, le cadran, qui serait pas compatible avec le système de l'Apple Watch actuel. C'est pas beau la vie quand même, hein? Quand on décide comme ça arbitrairement de faire, ouais, exactement. Donc là, tous les gens qui ont un Apple Watch actuel et moins, ben, seraient tout d'un coup dus pour changer, et qui seraient dus, en fait, pour changer leur montre, vont être déçus parce que tous les bracelets vont devoir être changés. Ce qu'on ne sait pas, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de rumeurs, est-ce que ça va revenir à un connecteur dans lequel on aurait l'espèce de pin universelle de 20, 22, 24 mm comme utilisent toutes les montres depuis tout le temps? À part la montre Pixel Google Watch, là, qui est elle aussi un système propriétaire. Bref, on en saurait plus l'automne prochain nécessairement parce qu'on aurait un événement Apple pour la nouvelle montre peut-être à la fin 2024 ou peut-être qu'on va voir la Watch 10 en 2025. Peut-être qu'on va étirer d'une année le cycle de renouvellement de l'Apple Watch.
on pourrait se contenter cette année seulement d'une Apple Watch SE, la version très entrée de gamme en fait de l'Apple Watch, qui serait pas loin de ce qu'est la série 9 actuelle. Donc, à suivre. Et évidemment, il y a bien des choses qui se passent autour de l'Apple Watch parce qu'il y a beaucoup de fonctions. Je pense qu'il y avait une fonction de santé qui avait été retirée ou qui embêtait. La fonction d'oxygène sanguin, le SP02, qui avait un problème de brevet avec Massimo, quelque chose comme ça, une compagnie de technologie, de brevets médicaux d'oxygène sanguin. Donc, est-ce qu'ils vont revenir avec une autre technologie ou une autre technique pour ça? Je ne sais pas. Je vais juste me permettre de signaler, j'ai 2 bracelets connectés intelligents, bracelets de Withings, Polar. Ce sont des bracelets de montre standards qui existent depuis une centaine d'années. On peut prendre un bracelet de montre en cuir, un bracelet de montre en plastique, un bracelet de montre de la qualité de son choix en métal et ça coûte pas cher. Et c'est standard et ça prend 2 secondes à changer. C'est surtout que c'est avec un petit tournevis, là, tu fais juste popper le petit truc. Et c'est pas cher, c'est solide, c'est éprouvé. Pourquoi les bracelets propriétaires? Sinon, pour vous siphonner de l'argent, je n'aime pas ça. Bien dit. Cela dit, il existe des adaptateurs pour adapter, et ça vaut je dis la même chose pour la Pixel Watch, pour faire la conversion entre l'espèce de connecteur propriétaire et cette connexion universelle. Mais bon, bref. C'est moins élégant. Il y en aura une autre, oui. Il y en aura une autre probablement qui va apparaître l'automne prochain. À suivre. C'est la fin, mon cher ami, des actualités qui étaient quand même pas mal chargées encore une fois cette semaine. On va faire une courte pause et après, moi je sors un paquet d'écouteurs. Toi, tu as du Wi-Fi 7 à nous proposer. Donc, restez avec nous les amis, on en parle tout de suite. À une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et re-bienvenue à Une tasse de tech. J'aimerais vous le chanter en audio spatial. Malheureusement, j'ai pas 64 bouches, donc je peux pas le faire parce que c'est ça qu'on me promet, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs la grosse affaire là ces jours-ci dans les casques Bluetooth. On est rendu vraiment une nouvelle génération de ces gadgets-là qui poussent sur les fonctionnalités. Je vais vous en parler tout à l'heure. Juste avant que Pascal nous parle de son routeur Wi-Fi 7 qui, ma foi, m'apparaît tout à fait intéressant. J'aimerais vous rappeler que ce segment d'une tasse de tech est présenté par notre partenaire Planet Hoster, planethoster.com, qui est un hébergeur web québécois qui vous permet d'héberger un site web en quelques instants à peine, de bout en bout, incluant la sécurité de la connexion, la sécurité SSL, la sécurité pour vos courriels, la plus récente, la sécurité même pour votre site web style WordPress, si jamais c'est le genre de système que vous utilisez. Tout ça se fait en un instant. Ils utilisent ils offrent une option en fait de tableau de bord, que ce soit cPanel ou N0C, qui est leur propre création, qui est un peu moins énergivore parce qu'on partage beaucoup les ressources d'un client à l'autre et ça fonctionne bien. Ça réduit la consommation d'énergie tout en maximisant la performance. J'ai l'air de vous lire quelque chose qui est écrit, mais c'est pas écrit, mais c'est ce que je réalise en utilisant parce qu'on est hébergé sur Planet Hoster, moi et Pascal, et je réalise c'est quand je vais sur mon site web, et pas que j'y vais vraiment souvent, mais ça charge quand même très bien. J'ai rien à dire. Donc, si vous cherchez un hébergeur local pas cher qui respecte toutes les règles, incluant ce qui s'en vient avec la loi 25 sur le respect des données par les entreprises, allez les voir, planethoster.com, ça vous prendra pas de temps et probablement que ça va vous coûter moins cher que ce que vous avez en ce moment. Facile, ça. Parlant de moins cher, Pascal, tu as un routeur Wi-Fi 7 sous la main, le Archer BE550, qui semble-t-il, ma foi, fait tout ce qu'on a besoin qu'il fasse. Oh mon Dieu, puis il y a même une belle gueule. On dirait il est sorti du futur, ce routeur. On dirait un vaisseau spatial de Star Wars. Il y a un petit côté X-Wing, ben oui. Archer BE550, un routeur Wi-Fi 7. J'ai parlé il y a quelques épisodes du super costaud, le BE95, qui coûtait plus de 1000 $, ce qui était... Oui, pour un routeur, il faut vouloir, là, définitivement. Il faut vouloir, il faut avoir des gros besoins de Wi-Fi, il faut avoir une grande maison, une grande surface à couvrir en Wi-Fi. Heureusement, je vous l'avais dit, les modèles de TP-Link baissent de prix, l'accès à un routeur Wi-Fi baisse de prix. Le BE550 coûte autour de 400 $, puis il est pas en promotion. Fait que 400 $, je sais que c'est plus cher. Dans ma tête, un routeur, c'était 100 pièces. C'était cher. Ouais. On est rendu à 400 $, mais on a un routeur Wi-Fi 7 qui est 3 bandes, qui est pas 4 bandes comme le modèle à plus de 1000 $, mais c'est amplement suffisant pour couvrir un appartement normal, une maison normale. Ça permet quand même d'aller jusqu'à 10 mégabits dans ces transferts de données. On n'a pas le super rapide. En fait, c'est 9,2 gigabits
par seconde. J'ai dit 9,2 gigabits, excusez-moi, pas mégabits. Oui, c'est plus vite. On a 4 ports à l'arrière, des 4 ports réseau, si jamais on veut brancher des périphériques dedans. Habituellement, on branche de plus en plus sans fil. On n'a pas de port gigabit directement dans le routeur. C'est pas un gros compromis, encore une fois, là, pour la plupart des routeurs, il n'y a pas de port de gigabit de toute façon. L'interface est super le fun. On peut se connecter, on peut ajouter des options de sécurité, de contrôle parental si jamais on le désire. On peut, si on veut, si on a déjà certains routeurs TP-Link, on peut les ajouter. On peut ajouter son vieux routeur TP-Link. Un routeur réseau en maillage? Comme un réseau en maillage. C'est une technologie de TP-Link qui s'appelle EasyMesh. Donc, pas nécessairement besoin de scraper son ancien routeur, là. Exactement, on va pouvoir le conserver. Il faut cependant regarder les petits caractères parce que c'est pas tous les routeurs de TP-Link qui sont compatibles avec la technologie de TP EasyMesh. Mais j'ai constaté qu'il y a d'autres routeurs EasyMesh, c'est un standard. Il y a des bornes Asus, des bornes Google, des bornes Linksys qui sont compatibles avec EasyMesh. Alors, si jamais vous avez besoin de vous connecter, vous allez pouvoir partager peut-être, là, utiliser votre ancien routeur comme borne, un relais, par exemple, pour accéder au Wi-Fi sur votre terrasse ou sur votre balcon, avoir une meilleure couverture dans votre maison. J'ai encore une fois, c'est quand j'ai testé la dernière fois le routeur TP-Link, c'était une version... c'est une fonction qui était en bêta. Maintenant, elle est officielle. On peut indiquer les coordonnées d'un service de VPN, Surfshark ou NordVPN. Pour l'intégrer au routeur. Et l'intégrer dans son routeur. Et on peut choisir quels périphériques sont connectés avec le VPN. Donc, plutôt que de connecter chacun des appareils avec le VPN, je peux dire, je mets mes coordonnées de mon VPN dans Surfshark ou NordVPN, et même son routeur, son VPN personnel, il y a un standard OpenVPN qui existait déjà, mais qui était peu utilisé, dans les routeurs. Exactement. On va pouvoir bidouiller un peu plus, mais en tout cas, moi, j'ai rentré mes coordonnées, là, Surfshark directement, paf, et j'ai pu choisir quels appareils étaient connectés, et pouf, ma télé s'est virtualisée en France. J'ai pu accéder à des séries et des trucs que je n'avais pas accès au Québec. Alors du coup, tu avais la télé française? La télé française, c'est très drôle comment il y a des trucs qui sortent qu'on n'a pas, puis des films pour des raisons. J'aimerais pas ça. Je trouve que la gestion des droits numériques, on devrait tellement pouvoir avoir accès à tout, n'importe quand, moyennant une somme modique. Un grand ménage, ça ferait du bien à ça, effectivement. Et d'où l'intérêt de certains VPN aussi. Ouais. Et voilà. Fait que si jamais vous avez envie d'un routeur Wi-Fi 7, on est rendu autour de $400, 6 antennes, le Archer BE550. Look assez industriel, look comme je te dis, un vaisseau spatial de Star Wars. En 2 livres sur votre étagère, ça paraît bien, ça? C'est ça, c'est pas laid, c'est pas moche. Laissez ça, c'est discret. Laissez ça sur un endroit à vue. Évidemment, les gens ont tendance à cacher leur routeur. Moi, j'ai vu une amie qui avait caché ça dans une armoire en dessous ce sont des ondes, donc elles peuvent être interférées par des obstacles, comme des murs, par exemple. Faut faire attention. Exactement. Des aquariums, j'avais pas pensé à ça. Des grosses télés. Vous mettez ça derrière votre grosse télé, puis ça peut interférer avec le routeur. Évidemment, il y a toutes sortes de processus anti-interférence. D'ailleurs, ça vaut la peine dans l'application. Il y a un petit scan qui va balayer les fréquences qui sont trop utilisées. Et vous allez pouvoir vous connecter. Mais avec le Wi-Fi 7, vous avez accès à la bande de fréquence 6 GHz qui, pour l'instant, n'est pas encore trop achalandée. Ça fait une énorme différence. Quand j'ai branché mon routeur Archer BE550, Wi-Fi 6, j'avais 500 gigabits, 500 meg de téléchargement, puis boum, j'avais le gigabit directement en Wi-Fi 7 avec mon routeur. On a la fréquence 6 GHz, ça fait une énorme différence pour la vitesse de la transmission de données. Excellent. Archer BE550. Le Wi-Fi 7, ça s'en vient. Le Wi-Fi 6E déjà. Mais on se disait ces appareils-là vont durer une éternité, mais il y a un nouveau standard à tous les ans. Oui. On parle déjà de Wi-Fi 8, évidemment, avec les nouveaux standards et tout. On parle de 6G sans fil aussi. À un moment donné, il va falloir que les gens se calment là, dans ces affaires-là. Oui. Mais écoute, à un moment donné, il faut aussi gérer plus d'appareils que jamais, avec plus de fréquences, des vieux appareils, des nouveaux appareils. Avec le Wi-Fi 7, ça se fait beaucoup mieux et beaucoup plus efficacement. Effectivement. Merci Pascal. Parlant de nouveaux signaux et de nouvelles affaires comme ça, j'ai cette semaine eu la chance d'essayer les nouveaux Beats Solo 4 qui, pour la petite histoire des écouteurs Beats, c'est le premier, ça fait 7 ans qu'on n'avait pas renouvelé cet appareil-là. On avait le Beats Solo 3 depuis 2016, donc il est à peu près temps qu'on y revienne.
parce que ça en est passé des choses dans le casque Bluetooth depuis ce temps-là. Beats, eux, ils étaient très satisfaits des ventes de leurs appareils, les Beats Solo. Jusqu'ici, je pense qu'ils en ont vendu pour 40 millions d'exemplaires au fil du temps, donc c'est quand même pas mal pour une entreprise qui a vu le jour en 2008, c'est un beau petit succès. Entre-temps, Apple en a fait l'acquisition. Apple, évidemment, est allé de son côté avec ses AirPods, donc il y a eu un petit flottement là dans le marché des écouteurs, mais on a quand même sorti l'année dernière les Beats Studio Pro, entre autres, qui sont des appareils qui sont comparables aux AirPods Max, pour ceux qui suivent un peu ces affaires-là. Et là, on revient avec un appareil qui, lui, est pas mal plus abordable. Les Solo 4, c'est un casque qui se vend 279 $. Dans ce format-là, souvent, on va rapidement dans les 300-400 $. Donc ça, c'est quand même une bonne affaire. On a tout revu de bout en bout, même si le design ressemble quasiment à s'y tromper à un design de casque Solo 3. Là, ce qui est nouveau visuellement, rapidement, évidemment, les couleurs. Il y a du bleu, il y a du rose et ils sont aussi en noir, ces écouteurs-là, mais il y a un port USB-C qui est évidemment nouveau, assez récent. Ce port USB-C-là permet, si on le connecte directement à un appareil informatique compatible, d'avoir de l'audio haute résolution, le fameux high-res audio, qui ne fonctionne que de façon filaire. Donc, si vous cherchez dans Spotify, je pense que ça s'en vient toujours, on l'attend toujours, mais si vous utilisez Qobuz ou des applications de musique haute résolution, ben vous pouvez brancher le casque et vous pourrez écouter de la musique en haute résolution. En version sans fil, c'est le signal Bluetooth. Il y a aussi une sortie, une entrée audio 3,5 mm, ce que les Français appellent le jack ou le mini jack. Et ben ça vous permet évidemment de le brancher aussi à une source musicale qui est pas nécessairement numérique. Donc c'est une autre façon d'écouter de la musique. En sans fil, 50 heures d'autonomie. En deux charges, c'est énorme. Ça en fait vraiment un casque de référence pour ceux qui veulent pas se casser la tête avec un casque qui n'aurait qu'à être branché à peu près une fois par semaine. On a conçu à partir de rien, semble-t-il, des nouveaux haut-parleurs de 40 mm qui ne sont pas les meilleurs, mais qui sont quand même tout à fait corrects. C'est une belle dimension vue. Et là, on va jouer un peu sur les mots. Vous savez, il y a les écouteurs boutons, ce sont des écouteurs intra-auriculaires, donc on les insère dans le conduit auditif. Il y a des écouteurs, les gros, comme ceux que j'ai sur les oreilles en ce moment pour enregistrer le balado, c'est des écouteurs circumauriculaires, donc qui vont par-dessus et au-delà même de l'oreille, donc qui ne touchent pas à l'oreille. Ceux-là, ce sont des écouteurs supra-auriculaires, c'est-à-dire que le coussin est quand même un peu plus étroit et s'appuie sur l'oreille. Et ça, je vais vous le dire, à mon avis, c'est l'élément le plus important si vous magasinez un casque. Si c'est confortable pour vous, c'est excellent. Les coussins des Solo 4 sont quand même, les petits coussins qui s'appuient sur les oreilles sont quand même très doux, très souples. C'est une petite cuillerette, un petit vinyle qui est bien coussiné, donc il n'y a pas de problème. Mais ça fait pas d'insonorisation. C'est une sonorisation très minimale. Il n'y a pas de sonorisation active en plus. Donc, faut faire avec ça. Cela dit, ça enlève une bonne partie du bruit de fond, là. C'est peut-être... J'ai trouvé ça pas si mal. Évidemment, s'il y a beaucoup de bruit autour, vous perdez le son de la musique ou de ce que vous écoutez. On a, en plus des haut-parleurs, on a rajouté la compatibilité avec le son spatial, la musique spatiale, le son spatialisé, je devrais dire comme ça, qu'on trouve dans de plus en plus d'applications et de services musicaux. Donc ça, c'est un truc. Et aussi, on a revu les micros pour faire, je sais pas c'est quoi en français, mais le beamforming, c'est-à-dire qu'on concentre la captation sonore sur un endroit très précis qui est généralement la bouche de la personne qui le porte, pour quand on parle au téléphone, que le son soit bien. Je les ai utilisés avec ma fille pendant qu'elle courait, on s'est parlé et ça allait très bien. Donc le micro semble assez bon. C'est toujours le talon d'Achille de ces appareils-là, le micro, parce qu'on fait une qualité sonore incroyable pour la musique. Puis là, pouf, on peut pas parler au téléphone, donc faut l'enlever. C'est un peu redondant, c'est un peu agaçant. Ils font bien le travail, ceux-là. On peut les garder sur la tête, prendre un appel et ça a l'air pas si mal. Il y a un petit bouton pour les contrôler, c'est très minimal. En haut, en bas pour le volume, on appuie sur le bouton pour la lecture ou pour l'activer. Il y a un très petit bouton d'alimentation logé au bas. Donc, c'est très minimaliste comme appareil. La qualité sonore est correcte et vraiment... les fréquences, le spectre sonore est vraiment organisé, programmé pour bien aller si vous écoutez de la musique comme du hip-hop, de la musique qui est ascendant électronique, avec des fréquences, des basses, des aigus très, très nettes. Parce que si vous écoutez certains genres musicaux plus capricieux, je dirais, on entend un peu la limite de la qualité sonore des haut-parleurs de ces casques-là. Donc, c'est un appareil qui, effectivement, coûte pas cher, mais c'est pas un appareil qui vaut 3 fois son prix, là. Donc, c'est pas, mais cela dit,
Pour des écouteurs à ce prix-là, ça fait très bien le travail. C'est vraiment à un bout du spectre des écouteurs Bluetooth parce que l'autre casque que j'ai cité, dont je vais vous parler dans une seconde, c'est vraiment un autre niveau là, pour ceux qui veulent vraiment la qualité, les audiophiles qui sont picosseux sur la compression du signal musical, tout ça. C'est plus pour eux. Mais les Beats, pour les gens qui avaient des Beats avant ou qui cherchent un casque là, à tout usage, qui fait avec une marque connue, qui est pas une marque weird chinoise achetée sur Amazon, ben je dirais considérez-le, essayez-le. Et si vous trouvez que votre musique est bonne, mon garçon écoute de la musique qui sonne là-dedans comme de la magie. Moi, ma vieille musique de vieux est pas bonne dans ce casque-là. Donc vraiment, c'est une question de... C'était réputé pour ses écouteurs avec de la basse. Ben oui, c'est ça. Puis pour avoir de la basse. C'est un peu ça le spectre musical, le spectre sonore, c'est qu'on insiste beaucoup sur les basses, mais pas toujours, pas tous les genres musicaux qui sont bien reproduits avec la fidélité qu'on aimerait. Ils ont présenté ça chez Beats cette semaine. Il y a aussi les Solo Buds, des petits écouteurs à $100, des petits écouteurs boutons, des écouteurs intra-auriculaires, vous voyez, qui vont être lancés plus tard ce printemps. On aura l'occasion d'en reparler. Mais si vous cherchez des écouteurs pas chers, il y en a beaucoup là de plus en plus. OnePlus, entre autres, en a fait récemment. Beats en a qui s'en viennent et ils ont l'air pas mal cool. J'ai hâte de les essayer, j'ai hâte de vous en reparler parce qu'on pourra voir. L'autre casque dont je vous en parlais tout à l'heure, juste rapidement, ça c'est vraiment le haut de gamme. Vous savez, on s'énervait quand les AirPods Max à $850 ont vu le jour. Ouais. Ces écouteurs-là, ce sont les Baptiste d'une compagnie française qui s'appelle Focal et ils coûtent $1000 en ce moment. Ouh. C'est le haut de gamme, le plus haut de gamme, là. C'est un écouteur qui est, premièrement, très fière allure. C'est une petite compagnie française. C'est pas une grosse compagnie. C'est pratiquement artisanal, leur truc, mais le casque est d'une qualité, premièrement, visuelle incroyable, et d'un confort exceptionnel. J'ai pas $1000 de lousse pour acheter des écouteurs, mais, avoir essayé ceux-là, je comprends les gens qui ont les moyens qui se l'offrent parce que, premièrement, c'est super confortable. Ce sont des écouteurs circumauriculaires, donc on porte vraiment et qui enrobe complètement l'oreille. Il y a une insonorisation active. Il y a un petit bouton pour activer le mode transparence et ainsi de suite. Le seul défaut de ce casque-là, c'est le mode transparence qui est un peu bizarre, mais c'est pas quelque chose qui m'apparaît critique pour l'utilisation d'un casque comme celui-là, parce que on peut même carrément l'enlever, puis ça règle la question. C'est un casque qui a deux modes. Quand on l'allume, on passe à un premier mode qui est le mode DAC, donc il y a un convertisseur numérique analogique intégré pour tout ce qui est audio branché. Donc, si vous branchez avec une prise numérique à un téléphone, une tablette, un ordinateur personnel, vous pouvez écouter de la musique en format sans perte, à hauteur de 192 kHz et 24 bits pour les formats lossless numériques. Donc, vraiment, il y a une qualité sonore là qui est incroyable. Étonnamment, ce casque-là et les Beats, les deux ont des haut-parleurs de 40 mm. Focal utilise un haut-parleur en aluminium et en magnésium qui est extrêmement raffiné. Je vais vous dire, le son est vraiment impressionnant. Je m'attendais pas à ça. J'étais vraiment épaté. Et même en Bluetooth, on utilise le protocole aptX qui rehausse un peu la qualité sonore et on l'entend bien. C'est le fun de voir cette qualité, mais évidemment, avec la fonction DAC, c'est là où vous avez le summum de la musique sans compression. Je vous l'ai dit, il y a un port USB-C. Il y a une entrée audio, 3 mm et demi aussi. En sans fil, il y a 30 heures de batterie, ce qui est tout à fait correct. C'est rendu pas mal le fun d'avoir des autonomies comme ça parce que c'est quand même très long. Il n'y a pas d'audio spatial, il n'y a pas de gadget. La stéréophonie, le son, excellent. J'ai pas grand-chose à dire. Il est un peu neutre dans la façon qu'il reproduit le spectre sonore. Donc, les gens qui aiment justement comme les beats avec la grosse basse, ça fait même. Il va falloir utiliser l'application qui vient avec pour tricher sur l'égalisateur le logiciel qui est inclus dans l'application. Mais ça, c'est assez standard. La plupart des casques des casques de cette gamme-là. Donc, c'est pas très grave. Certaines personnes pourraient le trouver un peu lourd. Il est 368 grammes. Moi, j'aime ça quand tu payes cher, tu le sens. Il y a comme dans ma tête une notion de un appareil cher, il est lourd. Je sais pas pourquoi j'associe les deux, mais c'est comme ça que je le vois, puis je le trouve bien. L'arceau est coussiné en dessous ici, là. Donc, si vous le portez sur la tête longtemps, c'est pas très agaçant. Je l'ai porté vraiment longtemps, puis j'ai pas senti que ça fatiguait nécessairement plus qu'un autre casque. Cela dit, si vous le transportez, si vous êtes très mobile, il se plie pas. Donc, il faut le tenir complet comme ça tout le temps. Il y a un boîtier, mais le boîtier est encore plus gros parce qu'évidemment, il contient le casque et il contient les fils et tout le kit. Donc, c'est peut-être pas un appareil qui est conçu pour se promener beaucoup, mais si vous le gardez autour du cou, ben, je veux dire, pourquoi pas, n'est-ce pas? Son deuxième petit défaut, c'est que si vous branchez l'alimentation USB, on peut pas écouter de musique filaire
quand on le recharge. Il y a comme une espèce d'accord. On peut pas le charger puis écouter de la musique. Bref, il y a comme une espèce d'incompatibilité là. Soit on écoute de la musique, soit on le recharge quand on est branché. Ça, c'est un petit peu une incongruité, mais c'est un petit détail. Cela dit, à 1000$, il devrait avoir aucun défaut. Donc, c'est peut-être une limitation. Mais si vous cherchez un casque, si vous dites, les AirPods Max, parce que des gens achètent des AirPods Max, on en voit de plus en plus partout. Ben, pour pas beaucoup plus, il y a des casques comme ceux-là qui sont moins connus. Mais qui sont effectivement de très bonne qualité eux aussi et qui offrent cette fonction de plus qui est un DAC intégré, qui est un convertisseur analogique numérique intégré qui vaut la peine pour les amateurs de musique de haute qualité, de haute fidélité, je devrais dire. Alors voilà, donc 2 extrêmes, Beats Solo 4 et les bâtisses de Focal. Je vais vous dire, si vous magasinez des écouteurs Bluetooth ces jours-ci, c'est le bon temps parce que le choix est vaste et clairement le niveau de qualité c'est monté d'une coche depuis 2016, depuis la dernière fois qu'il y a eu des Beats Solo qui ont été mis en marché. Donc voilà. On remercie nos partenaires, TELUS, Planet Hoster, Hello Darwin, c'est ce qui met fin à notre épisode d'une tasse de tech. Oui, C23, le groupe Cogeco qui diffuse notre podcast partout au travers de la province. Merci beaucoup, le groupe C23, groupe Cogeco. Claude Hébert à la mise en onde, Jean-Christophe Ouellette aussi. Merci d'être là. Alain McKenna, on peut te lire partout dans Le Devoir. Moi, dans pascalforget.com. Si jamais vous voulez voir les critiques, je vais sûrement parler de tous les produits que j'ai présentés à l'émission. Si jamais vous voulez revoir des choses, n'hésitez pas. Plus de détails, ça va nous faire plaisir. Merci Pascal. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et revenez-nous comme chaque fois la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Entre-temps, salut! C'est 23.